je me suis rendu compte que lorsque nous faisons des analyses sur l'émergence des pays, que ce soit les pays africains, les pays d'Asie, on se focalise sur ce que je pourrais appeler les aspects hard. C'est-à-dire qu'on parle des techniques qu'il faudrait mettre en place et tout, mais on a oublié les aspects soft. Alors dans les aspects soft, je mets le leadership politique, et la qualité du leadership politique, et ensuite la qualité du logiciel mental collectif. Mais les deux sont liés, en ce sens que c'est le leadership politique qui détermine la nature du logiciel mental collectif. Bon, je prends un exemple. Si vous avez à la tête du pays des leaders qui sont corrompus, mais n'attendez pas grand-chose de votre peuple, parce que le peuple va maintenant se mettre dans la logique des antivaleurs. En ce sens que, ayant vu ou ayant compris que pour obtenir certains biens matériels, il faut passer par la corruption et non par l'effort, alors tout le monde se mettra dans la logique de la corruption. Et la corruption, c'est la logique aussi de l'impunité. Alors, l'émergence économique. À ce niveau, nous avons le même problème, mais on commence maintenant à procéder à un classement. Il y a ce qu'on pourrait appeler les pays post-émergents. Par exemple, la Russie est un pays post-émergent, la Corée du Sud est un pays post-émergent. Ce sont des pays qui présentent les mêmes structures économiques que les pays développés, mais la différence avec les pays développés, c'est qu'ils sont encore faibles en matière de politique relative à la protection sociale. Monsieur le docteur, vous parlez effectivement de l'émergence des pays africains. Pensez-vous que les pays africains peuvent émerger? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, parmi les pays qu'on peut dire émergents, enfin, qui sont engagés dans l'émergence, puis qui sont même pré-émergents, nous pouvons citer le Rwanda, nous citons aussi le Ghana, nous citons le Botswana. En fait, ce sont des pays dans lesquels il y a ce que nous appelons la bonne gouvernance, mais qui est due au fait qu'il y a un leadership transformationnel. En anglais, on dit transformational leadership. Donc un leadership transformationnel, c'est-à-dire un leadership qui n'est pas tourné vers l'inertie ou la régression. Alors, quand on prend par exemple le cas du Rwanda, on est surpris de constater que les problèmes qui semblent être insolubles au niveau des pays africains, le Rwanda les a résolus de manière fantastique, je dis bien enfin fantastique. Prenez le cas de la propriété des villes. Vous arrivez au Rwanda, la ville est propre. Prenez le cas de l'environnement, c'est des fleurs, c'est des plantes, ça frappe les gens. Prenez le cas de la corruption, ici c'est tolérance zéro, vous avez de la corruption. Bon, vous prenez le cas de la décentralisation, mais ici les gens trouvent des solutions au niveau de la base. Prenez le cas de la protection sociale, ben, vous payez $5 par an et en échange, vous avez accès aux soins médicaux au niveau des centres de santé. Donc c'est des choses qui te passent. Bon, vous prenez le cas du clientélisme, le fait de promouvoir des gens, de nommer des gens sur la base des critères autres que ceux du mérite. Ici, on vous dit c'est la culture des résultats. Et le président Kagame donne l'exemple. Monsieur le docteur, à vous entendre parler, on croirait que le seul problème africain, ce n'est que le leadership, la gouvernance. Absolument. Et pourtant, il y a des leaders qui, quand ils étaient en opposition, critiquaient, avaient des projets de société, mais quand ils arrivent au pouvoir, on ne constate pas de changement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou c'est, comme vous le dites, le manque de foi réel? Je pense que vous avez touché du doigt la question. Et je pense que quand on est dans l'opposition, bon, on a vu le cas de Laurent Gbagbo, on a vu le cas de Alpha Condé qui est maintenant en Guinée aussi et tout. Les gens nous servent de bonnes choses. Mais une fois au pouvoir, c'est autre chose. Moi, je pense que ce qui leur manque, c'est ce minimum de patriotisme économique. C'est ce que j'ai mis là-dedans aussi, enfin, j'ai écrit dans le livre. Nos anciens leaders, c'est-à-dire le Kwame Nkrumah, le Lumumba,
ils ont fait preuve de patriotisme politique. Ils se sont battus pour que nous puissions reconquérir nos territoires. Et maintenant, il s'agit de reconquérir nos ressources économiques. C'est un peu la bataille que les gens sont en train de mener au niveau de l'Afrique du Sud. Comment faire pour récupérer les ressources économiques et qu'elles puissent profiter à la grande majorité de la population et non pas simplement à une minorité. Donc, ces personnes qui étaient dans l'opposition, ce qu'ils disaient, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas ou bien quelque part, il y a les gens qui mettent les bâtons dans les roues. Bon, j'étais au Rwanda et j'ai vu que là-bas, les journalistes utilisent le terme de ventriote. Ils disent qu'il y a les ventriotes et les patriotes. Les ventriotes, ceux qui aiment leur ventre, et les patriotes, c'est ceux qui aiment le pays. Vous savez, John Kennedy disait les problèmes du monde ne peuvent pas être résolus par les cyniques et les sceptiques qui sont limités par les réalités évidentes. Il a conclu en disant, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui rêvent de choses qui n'ont jamais existé. Effectivement, vous citez quelqu'un de très connu dans l'histoire. Dans votre livre, vous vous servez souvent de citations. Je crois avoir retenu une de René Dumont qui disait que l'Afrique est mal partie. Croyez-vous vraiment que l'Afrique est mal partie? Croyez-vous vraiment que l'Afrique ne peut pas partir? Vous avez raison de poser toutes ces questions. L'Afrique noire est mal partie parce qu'elle a à sa tête des leaders qui sont des ventriotes. Et ces leaders ont mis en place un logiciel mental collectif où la population estime que celui qui a réussi, c'est celui qui a volé. L'Afrique peut-elle partir? Oui, si maintenant on remplace les leaders ventriotes par des leaders politiques patriotes. C'est-à-dire des gens qui vont servir de modèle, qui vont montrer que c'est l'effort, que tout le monde doit tendre vers l'effort, tout le monde doit tendre aussi vers les résultats. C'est la culture de l'effort, la culture du mérite, la culture des résultats. C'est ça qui va faire que l'Afrique puisse partir. Monsieur le professeur, le docteur, dans votre livre, vous ne faites pas une distinction entre les pays africains, anglophones et francophones. Et pourtant, dans la presse, des fois, dans certaines analyses, on pense que les pays anglophones ont plus de chances d'émerger mieux que les pays francophones. Croyez-vous en cette segmentation? Bon, c'est vrai. Pendant longtemps, les gens ont fait cette distinction. Je crois que c'est dû aussi au fait que les leaders politiques anglophones ont toujours couplé le nationalisme politique avec le patriotisme économique. Alors qu'au niveau des leaders politiques francophones, les deux ont toujours été, n'ont jamais été liés. En ce sens que dans les pays anglophones, les gens se sont battus pour l'indépendance politique, mais ils ne font pas grand-chose pour l'indépendance économique. Et tout se passe comme si ils étaient convaincus dans leur logiciel mental qu'ils ne peuvent rien faire. Et donc ils continuent à s'en remettre aux autres, bon, notamment aux anciennes puissances coloniales. Alors, il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, des gens qui ont voyagé. Et moi qui vous parle, j'ai fait 7 ans au Nigeria, 89 à 96. J'ai vu des choses qui ont fait que bon, je ne me sens plus tellement francophone par le mode de pensée qui consiste à croire que quand on occupe une place, c'est ça qu'on doit continuer à occuper. Vous avez occupé une place de colonisé, vous allez continuer à être colonisé. Vous avez été colonisé, donc vous étiez habitué uniquement à importer. Maintenant, il faut prendre la culture qui consiste à produire sur place et aussi à exporter. Et plus important encore, à être compétitif. Je prends encore le cas du Rwanda. Alors, dans le document Vision 2020, il est bien mis que l'accent doit être porté sur la main-d'œuvre qualifiée. Alors, la main-d'œuvre qualifiée devrait permettre au Rwanda non seulement de couvrir ses besoins, enfin les besoins du marché intérieur, mais aussi
de pouvoir satisfaire les critères des multinationales et donc servir de pays où on pourrait pratiquer la sous-traitance. Alors, dans ce cadre-là, le gouvernement a développé un programme avec l'ancien Premier ministre Tony Blair, commande la capacity building. Alors, ça c'est une très bonne chose parce que quand on dit pays émergent, c'est la compétitivité des entreprises. Et la compétitivité des entreprises, vous l'obtiendrez avec deux éléments importants. Le premier élément, c'est la qualité de la main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé. Et le deuxième élément, c'est le climat des affaires. Alors, si je prends toujours les chiffres, le climat des affaires, le Rwanda était 158e en 98 et en 2012, il était parmi les 50 premiers. Alors, c'est une prouesse fantastique, donc qui montre bien que le pays voudrait effectivement, que le pays a compris que c'est grâce à l'entreprise qu'on va créer des emplois, qu'on va réduire les importations et qu'on va renflouer les caisses de l'État avec les recettes fiscales et douanières. Or, dans beaucoup de pays africains, les entreprises sont maltraitées. Donc, tout se passe comme si les leaders politiques ne comprenaient pas que la puissance d'une nation ne s'apprécie pas par le nombre de partis politiques, mais par le nombre d'entreprises, mais des entreprises compétitives. Bon, et c'est là aussi qu'il y a un problème. En Afrique, sur 100 entreprises, vous avez 90 qui sont dans la distribution. Il n'y a que 10 qui sont dans l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie, l'aquaculture, l'industrie manufacturière et puis les technologies de l'information et de la communication. Alors on se rend compte que dans Vision 2020, on voudrait mettre l'accent aussi sur ces entreprises-là qui sont délaissées. Si elles sont délaissées, c'est parce que le taux de profit dans ces entreprises est très bas, entre 17 et 25%, alors que dans la distribution, le taux de profit est entre 50 et 100%. Donc les gens préfèrent la spéculation, les gens préfèrent l'argent rapide. Mais dans le commerce, on ne crée pas beaucoup d'emplois, alors que c'est dans l'industrie qu'on crée beaucoup d'emplois. Donc il faudrait qu'on mette l'accent sur j'appellerais ça les secteurs prioritaires, pour lesquels il faudrait voir aussi quel taux d'intérêt on pourrait appliquer au niveau de la banque. Je prends le cas de la Corée du Sud. En 1961, la Corée du Sud le gouvernement constate que le taux d'intérêt était de 7,5%. Alors, le gouvernement décide que pour les secteurs prioritaires, lui, État, il prendra en charge 4,5 points. Et puis les 3 points qui restent, le client pourra payer. Donc en fait, le client payait 3%, l'État prenait en charge 4,5% et la banque avait 7,5%. Donc comment subventionner le taux d'intérêt? Parce que je trouve que bon, ici, le taux d'intérêt est quand même assez élevé, 18%. C'est lourd, c'est vraiment... ça c'est un des problèmes aussi que le gouvernement devrait pouvoir résoudre. Oui. Vous parlez dans votre livre de ce que vous appelez le leadership transformationnel. Où est-ce qu'on peut trouver ce leadership? Le leadership transformationnel, ça s'oppose à leadership qui est tourné vers l'inertie ou leadership qui est tourné vers la régression. Alors, transformationnel, vous transformez. C'est-à-dire que vous prenez un pays, par exemple, qui est sous-développé et vous l'amenez au stade de pays développés ou des pays émergents. Vous prenez une entreprise qui faisait 100 millions de francs rwandais de chiffre d'affaires, vous l'amenez vers 500 millions de francs rwandais de chiffre d'affaires. On a besoin de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une vision, donc qui ne gèrent pas ce qu'ils ont trouvé. Ils ont une ambition qu'ils font partager aux autres. Et j'aime bien le slogan ici. We are small, but we think big. Yeah. Nous sommes petits, mais nous pensons grand. Donc, et ici, c'est bien aussi que le pays ait pris un modèle. Et le modèle, c'est Singapour. Quand on regarde ce que Lee Kuan Yew a fait pour Singapour, c'est fantastique. Vous parlez de la nouvelle génération. Dans beaucoup de pays africains, il y a, à l'époque des indépendances, on parlait de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, il y a tant d'universités, tant d'universitaires, et pourtant, on ne constate pas un changement radical, le changement dont vous parlez. Qu'est-ce qui manque à nos pays? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces changements tant espérés? Bien, alors je pense que cette question est bienvenue parce que vous êtes en train, au niveau du Rwanda, de créer une seule université. One University, l'Université du Rwanda,
Vous allez rassembler tous les collèges et les mettre ensemble sous le même umbrella, c'est-à-dire l'Université du Rwanda. Alors, en 2004, j'ai développé le concept d'université de développement. C'est quoi une université de développement? C'est une université où les universitaires ne sont plus dans leur tour d'ivoire, mais plutôt ce sont des universités qui sont orientées vers la résolution des problèmes économiques du pays. Alors, si aujourd'hui on parle d'émergence économique, cela veut dire que nous devons avoir une classe d'hommes d'affaires qui sont capables de compétir avec leurs homologues du Japon, de la France, de l'Italie, de la Thaïlande, de la Chine, de la Corée du Sud, etc. Alors, mais où est-ce qu'on va trouver ces gens-là? Mais on ne peut les trouver qu'au niveau de l'université. Je m'explique. Si vous prenez par exemple l'école polytechnique, elle forme des ingénieurs, en génie civil, en génie mécanique, en génie électrique, en technologie alimentaire. Chacun d'eux, à la fin de sa formation, soutient un mémoire. Mais le mémoire que soutient un ingénieur, c'est un projet économique. Donc, il s'agit maintenant, pour l'État, de prendre comme slogan « Zéro ingénieur dans la fonction publique ». Ce qui suppose que dès que l'étudiant a soutenu son mémoire, que l'université prenne son mémoire et le transforme en plan d'affaires bancable. Donc, business plan, mais que les banques peuvent financer. Une fois que la banque a dit « je peux financer », maintenant, l'université met en place ce qu'on appelle un incubateur des entreprises. Et ce jeune homme, enfin, avec son projet, il fera partie de cet incubateur. Tant qu'il n'a pas remboursé le prêt, il ne va pas manipuler les fonds. Donc, c'est l'université qui va lui demander d'apporter les factures pro forma et qui va acheter ce dont il a besoin. Et c'est l'université aussi qui va recruter pour lui des diplômés des instituts de management, ceux qui font marketing, ceux qui font, comment dirais-je, finance, comptabilité, etc. C'est ceux-là qu'on va mettre à sa disposition. Donc ça devient une entreprise moderne. Et une fois qu'il a remboursé son prêt, maintenant il sort de l'incubateur. Alors imaginez un instant qu'on mette en place ce programme et que ça dure par exemple 3 ans, mais vous aurez un autre Rwanda dans 5 ans. C'est-à-dire des véritables entrepreneurs, parce qu'eux, ils ont étudié. Et ils savent et ils connaissent les données techniques de gestion des entreprises. Donc, vous aurez effectivement la nouvelle génération des entrepreneurs qui vont investir le domaine de l'agriculture, de l'élevage, l'aquaculture, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière et les technologies de l'information et de la communication. Vous ne trouvez pas qu'il y a, comme certains le disent, la main de l'homme blanc dans les affaires africaines? Ça, ce sont les enfantillages. Je pense que, comme l'a dit le président Kagame, les ONG que vous avez accueillis ici, vous leur avez dit, voici les domaines dans lesquels nous aimerions que vous puissiez intervenir. Si vous ne pouvez pas y intervenir, rentrez chez vous. Donc c'est à nous de dire, voici ce que nous voulons. Si vous voulez travailler dans ce cadre-là, ok. Mais dans notre cadre, on ne peut pas être d'accord avec vous. Monsieur le docteur, pensez-vous être optimiste pour l'avenir de l'Afrique? Absolument, parce que en fait, les niveaux d'éducation s'élèvent chaque jour. De moins en moins de gens sont ignorants. L'Internet, tout le monde a pratiquement accès à ça. Le téléphone mobile, tout le monde aussi a ça pratiquement. Donc, ceux qui dirigeaient, parce qu'ils comptaient sur les ténèbres, ceux-là, ils sont dépassés. Maintenant, c'est l'économie du savoir. Vous êtes spécialiste de l'émergence économique. On émerge d'où vers où? Bon, on part du sous-développement pour arriver à l'émergence économique et puis plus tard au développement en tant que tel. Alors, le stade de sous-développement, c'est le stade que nous avons hérité de la traite négrière et de la colonisation. Maintenant, ils sont partis. Tous les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes. Riek Machar et Salva Kiir sont en train de se battre, le blanc est où? Ça, c'est eux-mêmes qui sont en train de se battre parce que chacun veut contrôler le pétrole. Je crois que ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, le pouvoir pour le pouvoir, nous n'en voulons plus. Le pouvoir pour des résultats économiques, c'est ça que nous recherchons. Donc, c'est aux populations maintenant d'orienter tous leurs dirigeants vers le pouvoir pour des résultats économiques et non le pouvoir pour le pouvoir. À vous entendre parler, j'ai eu en tête l'idée de l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui expliquait que le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes.
Il a donné l'exemple des Somaliens qui tirent sur d'autres Somaliens. Il a parlé des Angolais qui ont brûlé l'Angola. Il est même allé jusqu'à parler des Rwandais qui ont génocidé d'autres Rwandais. Est-ce que vous croyez que vraiment le véritable problème africain, ce sont les Africains? J'ajouterais que seuls les imbéciles et les morts ne changent pas. Parce que quand vous êtes mort, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Alors, la question qu'il a posée, en fait, c'est la question du logiciel mental. C'est pour ça que dans mon ouvrage, je fais la différence entre le black, le nigro et puis le nigger. Alors, à l'époque, dans les plantations aux États-Unis, le nigger, c'était le noir qui travaillait dans la maison du blanc. Maintenant, le black, plutôt le nigro, c'est celui qui travaillait dans les champs, dans les plantations. Le nigger était un traître. C'est lui qui disait aux blancs, ah, voilà, là-bas dans les plantations, il y a un tel qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela. Le négro, lui, il voulait se révolter contre la domination là. Mais dans sa tête, il était convaincu que le blanc était supérieur. Bon, le black, c'est celui qui estime que la couleur de la peau n'a rien à voir. La belle preuve, si vous prenez un Rwandais qui est né en Belgique, jusqu'à l'âge de 10 ans, vous l'amenez ici, à côté de votre neveu rwandais aussi qui est là, qui n'est pas sorti de 10 ans, vous voyez la différence là. Mais nous, on a la mauvaise habitude de dire que le Rwandais qui est né en Belgique, il se comporte comme un blanc. Non, ce n'est pas qu'il est comme un blanc. Il a le logiciel mental de l'Occident. Ah oui. C'est tout. Tout. Donc, en fait, le travail, c'est sur le logiciel mental. C'est pour ça qu'à la fin de mon ouvrage, je propose un chapitre sur comment déprogrammer et reprogrammer le logiciel mental. Supposons que vous êtes à l'aéroport international de Kigali, vous êtes sur le point de quitter Kigali pour rentrer dans votre pays ou aller là où vous faites vos travaux habituels. Si on vous présentait maintenant le livre des invités, qu'est-ce que vous écririez dans ce livre? Quelle serait votre recommandation, votre vœu le plus cher? Ce que je dirais simplement, c'est qu'il fallait que je fasse ce voyage pour bien comprendre que les pays africains peuvent s'en sortir. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite bon voyage. Merci. Et revenez aussi. Merci. Que Dieu bénisse le Rwanda. Amen.